Il est de ces rencontres qui nous permettent de réaliser un peu mieux le monde dans lequel nous vivons. Prendre le temps d'écouter une personne, c'est la possibilité de comprendre un système que nous composons et qui nous conditionne, de déchiffrer les normes et les valeurs qui en découlent. Le récit des expériences subjectives est souvent brut. Il y a ce que nous avons entre les mains et ce que nous en faisons. Analyser, contextualiser, c'est mettre la lumière sur les fils qui relient toutes les choses entre elles et permettre de déconstruire en vue de reconstruire. Mauricio Garcia Pereira, bonjour. Bonjour, Jean. Comment vas-tu? Ça va aller. Bon, j'ai des hauts et des bas toujours, mais bon, ça va beaucoup mieux. On se maintient. Très Ouais, bien. tout à fait. Merci infiniment d'avoir accepté de participer au format Ecdysis. C'est le Merci deuxième à toi. épisode. Avec plaisir. Merci à toi. infiniment. Tu es né en Allemagne. Oui, Tu as grandi en Espagne dans une ferme entourée d'animaux. tout à fait. Tu es venu vivre en France en 2001 à l'âge de 32 ans. Tu as multiplié les métiers avant de travailler dans le plus grand abattoir public de France qui se trouve à Limoges. Tout à fait. Tu as travaillé pendant 7 ans avant de devenir le lanceur d'alerte à visage découvert que l'on connaît pour dénoncer les conditions de travail et le mépris de la souffrance animale. En 2018, tu as publié un livre, Ma vie toute crue, sous forme de témoignage qui retrace tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu as passé toute ton enfance dans une ferme avec des animaux, c'était la plus grande ferme de toute la Galice. Depuis la Galice, et je n'ai pas vérifié, mais peut-être une des fermes les plus grandes d'Espagne à l'époque. Ouais, Parce que 400 hectares. 400 hectares. Je suis né, comme tu as dit, je suis né à Düsseldorf, en Allemagne. Mais 3 mois après, mes parents ils sont rentrés. On a proposé à mon père de travailler dans cette ferme. Que faisait ton père dans Mon cette père, ferme et que il faisait travaillait ta mère dans les bureaux. C'était c'était un des responsables on va dire, de la gestion d'animaux. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, il était obligé d'annoter à stylo tous les animaux qui naissent, tous les vaches. En plus, il y avait les vaches, des vaches et des cochons. C'était les animaux qui étaient élevés là-bas? Et tout à fait. D'accord. Et voilà, c'était la première, on va dire, la première ferme de cette envergure à niveau industriel. C'était très, très, très moderne pour l'époque. Parce que voilà, c'était comme on connaît aujourd'hui, les caillebotis pour les cochons, des grands bâtiments pour garder les vaches, ou stocker le foin, ou stocker toutes les machines, le tracteur. Et ta mère, elle travaillait aussi dans la ferme? Oui, tout à fait. D'accord. Et ma maman s'est occupée surtout de la cuisine, D'accord. pour ceux qui travaillaient dans les bureaux. Parce qu'il y avait quand même presque une bonne dizaine de personnes qui travaillaient dans les bureaux, entre les secrétaires, le directeur, le vétérinaire, et parce qu'on était carrément presque autonome. On est autonome. Il y avait même le village à l'intérieur de la ferme. Il y avait en tout, c'était 14 habitations, et que c'était à l'époque tous occupés, quoi. Le directeur avec sa famille, le vétérinaire, des responsables. Alors toi, au départ, quand tu arrives dans cette ferme, tu as 3 mois. Exactement. D'accord, mais tu grandis dans cette ferme, donc tu grandis entouré d'animaux. Quel est ton Exactement. rapport aux animaux à cette époque? Et on avait des chiens, on avait des chats, j'avais des petits animaux sauvages, de gibier, comme on l'appelle. À cette époque-là, les familles qui habitaient là-bas, il n'y avait pas de garçons, il n'y avait que des filles. Alors moi, j'étais habitué à jouer tout seul, à me débrouiller moi, tout seul. Et voilà quoi. Et beaucoup de fois, je partais déjà, bon, pas trop petit, mais à partir de 7-8 ans, même je descendais voir les animaux, ou j'accompagnais même mon père, parce que comme il était un des responsables de noter tous les animaux, il était au bureau, mais aussi sur le terrain. Oui. Et moi, quand je n'avais pas d'école, qui était en vacances, parfois je l'accompagnais. Tu annonces dans ton livre, j'ai toujours aimé les animaux. Tu as même souhaité devenir vétérinaire. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, c'était c'était un de mes petits rêves. Et tu expliques en fait dans ton livre que tu suivais la personne qui s'occupait des animaux. Tout à fait, dès que j'y pouvais. Et je le suivais partout. Et au départ, je me rappelle encore, un peu petit, j'imagine que les premières fois, je devais ouvrir les yeux comme des plats. Quand je voyais le vétérinaire avec un grand gant en plastique,
qu'il enfouinait son bras jusqu'au bout pour savoir le problème de la base, s'il était malade, s'il était gestant. Et ça c'était une passion, quoi. C'était une passion, s'occuper des animaux, voir... et moi, j'ai vu des hommes se battre pour sauver des animaux, quoi. Et on donne même de risquer la vie, de se mettre au milieu de troupeau pour essayer de sortir un veau qui est mal parti. Et de se mettre à deux, trois... C'était parce que c'était la campagne, hein, c'était des campagnards. Hein, et les voyaient à deux, trois... tirer des sabots de petits veaux qui étaient en train de naître. Et à chaque fois que le veau, ben, ça arrivait aussi, que le veau il est mort-né, ben, j'ai vu des ouvriers pleurer, quoi. Alors, en parlant d'animaux morts, parce que forcément on est dans un élevage où la finalité de l'élevage c'est de tuer l'animal, est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu assistes à la mise à mort d'un animal dans la ferme? J'étais petit. Je ne peux pas dire exactement quel âge, mais j'étais assez petit, quoi. C'était un souvenir qui parfois il me retentit encore dans la tête. Et mes parents, ils avaient l'habitude chaque année de tuer un cochon. Qui après, bah, voilà, c'est un monsieur, on va dire un professionnel, il venait le faire. Et on le faisait carrément devant la maison, dans le jardin, sur une grande table à l'époque. Et on attachait le cochon avec des cordes et par les pattes. Et le cochon allongé sur la table, voilà. C'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie. Et, tu ressens quoi à ce moment-là? On observe, non? On observe simplement. On voit faire. On regarde. Comme un enfant, voilà. On ne s'approche pas trop parce que éloigne-toi un peu. Mais j'imagine qu'il y a du mouvement, il y a des cris. L'animal ne se laisse pas faire, il se défend, il veut survivre, oui, mais bon, il est bien attaché. On va l'attacher bien les quatre pattes, hein, avec des cordes. Alors, oui, il va se débattre, mais une fois qu'il est attaché, et il est presque immobilisé. Hein, mais voilà, sur une table couchée, allongé couché, avec pour qu'il bouge le moins possible, et bien, carrément attaché, hein, comme si c'était avec pas une chemise de force, mais il était immobilisé totalement. Simplement la tête, ça me rappelle aussi, qui dépassait la limite de la table. De la table. D'accord. Et là, voilà, la première fois que je vois le monsieur avec voilà, parce qu'à l'époque, c'était pas attourdi, l'animal. C'était carrément saigné, la saignée qu'on appelle. Et donc, toi, quand tu vois l'animal qui se fait saigner, tu vois tout ce sang, tu vois l'animal qui se débat. Déjà le cri déjà. L'animal, même avant la lame, il commence à crier. Il est attaché, il crie beaucoup. Même des fois, on pouvait leur fermer la bouche avec une corde. Avec une corde. Mais c'était pas suffisant pour arrêter le bruit de l'animal. Et je me rappelle que la première fois, il n'y avait pas de mousseau, pas de... Alors, les cris déjà, bon, si tu as entendu déjà crier un cochon. Oui. C'est un cri très strident, très aigu. Il arrive très très loin. Il peut faire des kilomètres le son, des kilomètres. Hein. Et le cri qu'il fait quand il a peur, tu vois, qu'on le tape en paix pour le faire avancer, on entend le cri quand ça c'est carrément c'est deux cris différents. Bien sûr. Et là ces cris-là, et ça m'a perforé la tête, quoi. Alors moi, à ce moment-là, on voit la gueule, excusez-moi pour l'expression, mais on voit la gueule du cochon. La bouche grande ouverte, le sang qui gicle dans son seau, parce qu'on récupère le sang. Le sang qui gicle dans son seau comme une fontaine. Et là, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'était un des premiers chocs que j'ai eu dans la ferme, quoi. Et tes parents, ils t'ont expliqué à ce moment-là, ou est-ce que c'était normal, il fallait que tu le voies une première fois et puis... Moi, j'ai parti, je ne supportais pas, mais j'ai parti loin, mais je ne sais pas, je suis parti presque 1 kilomètre.
avec mon chien et mon ballon, et bien on entendait encore le cri, quoi. Ouais. Pendant un bon quart d'heure, quoi. Un quart d'heure, 20 minutes. Mais de toute façon, les images elles restent. Tu peux aller aussi loin que tu veux, Exactement, les cette images, image, elles restent. c'était mes premières images, c'est choquant. C'est au retour, quand je suis venu, voilà, que le cochon, quand je suis revenu, et il était déjà ouvert en deux, hein, tout le long et j'avais vu les tripes et les abats dans des seaux par terre, la table pleine de sang. Et là, à la fin, on écarte carrément le cochon, mais bien écarté, pour après le dépêcher. D'accord. Le monsieur, il faisait tout, lui. Ouais. Mais donc chaque année, c'est la même chose, on tue un cochon. Donc Oui, pour toi, et- tu utilises dans ton livre, tu utilises le terme de rituel. Tu dis ça devient un rituel, on s'habitue, et c'est tout à fait normal de faire ça. oui, mon père, voilà, c'est ce qu'il disait. Et ce que te dit ton père, c'est il faut qu'il meure pour que nous, on puisse vivre. Pour que nous Exactement, pour vivions. que nous, on puisse se nourrir. C'est la loi de la vie, c'est comme ça. Mais cette image-là, la première fois, ça restera gravé à vie, quoi. Donne-le bien. Ah, parfait, on le tire, va. Tire le pas derrière, tire le pas derrière. Et on le tire pas. Là, s'il a un peu d'humeur, ça va, ouais. Oui, il a un peu d'humeur, oui. Moi, c'est comme ça que j'ai dit à qui va nous un peu plus. Ça ne rien. Notre jour. Dès les premières minutes de l'interview, Mauricio nous rappelle le pouvoir de la reproduction sociale. Être né dans un milieu, c'est être éduqué avec des codes, les intégrer et les reproduire pour être accepté, parfois même valorisé. La conséquence directe de cette reproduction, c'est le renforcement de ces codes, de ces normes, de ces valeurs. Les remettre en cause peut vous valoir une mise à l'écart, un rejet. Comment ne pas intégrer qu'une succession d'événements et de phénomènes est due au principe de causalité? Dans un monde déterminé, qu'en est-il de la notion de choix, de liberté? Réalisons-nous autre chose que ce que nous savons faire? Ou ne faisons-nous finalement que ce que nous attendons de nous? Je voudrais maintenant qu'on parle de l'abattoir de Limoges, qui est le plus grand abattoir public de France. Comment toi, tu arrives à travailler dans cet abattoir? Est-ce qu'il est question de choix? Est-ce qu'il est question d'obligation? C'était plutôt question de besoin. J'avais besoin de travailler pour pouvoir, déjà, régler mes factures, mais surtout
pour voir, surtout, surtout le que plus m'inquiétait, c'était pour pouvoir payer la pension alimentaire de mes enfants. Parce que malheureusement, je me suis séparé de la maman de mes enfants, de Sophie, en 2008. C'était, on va dire, une nouvelle descente aux enfers. Parce que du coup, voilà, je me suis trouvé tout seul à Limoges, parce qu'il n'y a pas de famille en France. Toute ma famille, il est en Allemagne ou en Espagne, voire le Canada. Et là, voilà, à partir de 2008, je me trouvais tout seul, dépressif, sans travail, parce que j'avais arrêté la restauration. Et je ne voulais pas revenir. À cette période-là, j'ai commencé, comme je n'avais pas de boulot, je venais de me séparer. En plus, je n'avais pas les moyens de me payer un petit studio. Et alors, des fois, je dormais dans la voiture, même chez des amis. Je me trouvais carrément à la rue, quoi. Et là pour ne pas sombrer carrément dans l'alcool et dans les drogues, je suis parti en Espagne. Et chez mes parents, chez ma mère. Malheureusement, mon père, il est mort plus tôt. À cette époque-là, Quentin, il avait que 7 ans. Oui, il est né en 2000 ans. Il avait que 7 ans. Et Grégory, il est né en 2007, il n'avait même pas un an. C'était un bébé. Et j'étais trop loin de mes enfants. Et ne sais pas, je l'explique aussi dans le livre. Nous, les Espagnols, d'abord la famille, après le reste. D'accord, ça c'est clair. Alors, si je voulais être un père digne de ce nom, je devais revenir. Je ne pouvais pas laisser tomber ni mes enfants, ni la maman. Se débrouiller tout seul. Et même si je reste en Espagne, que j'envoie de l'argent pour la pension alimentaire, c'est pas pareil. Et après de parler au téléphone, surtout avec Quentin, papa, il me posait la question, le pauvre. Papa, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en Espagne, mais c'est trop loin. La question, c'est quand tu viens, tu me manques. Et là, c'était chaud, quoi. Alors, du coup, voilà, quand je me suis senti beaucoup mieux, début 2009, je suis revenu, voilà. Alors, j'avais encore l'espace, je me rappelle, un vieil espace, et quelques francs en poche. Et puis voilà, j'ai commencé à chercher du boulot. Moi, à cette époque-là, j'avais déjà la quarantaine. J'étais motivé pour travailler, mais il n'y avait pas d'expérience. Alors voilà, pas moyen de trouver du boulot. Alors du coup, je me suis inscrit dans une agence intérim. Et c'est à travers de cette agence que j'ai commencé à faire des petites missions. C'est à travers de cette agence aussi que j'ai trouvé du travail en paix stable, et on va dire, mais intérim, toujours. Et je peux dire le nom de l'entreprise? C'est Jambon Madrange. Bonsoir. Je te dérange? Oui. Qui est-ce? Madrange? Il est beau? Sublime. Ton Madrange, il est mieux que moi. Il est plus tendre. Ah bon? Idiot. Madrange, mon jambon star. Mais voilà, c'est là que c'est la première fois de ma vie que j'ai travaillé dans une usine, que j'ai travaillé dans la chaîne, tous le même horaire, voilà, on entre tous à la même heure, on sort tous à la même heure, chacun son poste. Et tu travailles dans les jambons à l'étouffée? Oui, voilà, on faisait ça, jambon à l'étouffée, jambon 25% moins de sel, au torchon. En plus, à Limoges, il y a 2 sites de Madrange. Il y en a un qui c'est pour le jambon, et il y a une autre qui c'est pour le pâté. Bon, moi, comme j'étais un bon bosseur, selon eux, et selon alors des fois, on me demandait d'un site à l'autre. D'accord. Et c'est comme ça, parce qu'à l'époque, en plus, on pouvait travailler pour une même entreprise en intérim que 11 mois. Mais moi, comme j'ai changé de site, et ils m'ont pas calculé, et même j'ai dépassé les 11 mois. Ouais. Je suis arrivé même à presque 13 mois. Et du coup, voilà, ils m'ont stoppé, ils m'ont arrêté carrément, du jour au lendemain. Écoute, tu as dépassé le temps, tu as travaillé plus de 11 mois, on avait dû t'arrêter avant. Et là, maintenant, on est obligé de t'arrêter. Mais si tu ne trouves pas de boulot, dans 4 mois, tu reviens, il n'y a pas de souci. Et c'est là que voilà, j'ai continué à faire des petites missions, pendant un peu plus de 4 mois même. C'était des petites missions, quoi, d'une semaine ou de quelques jours. C'est très précaire. Et voilà, très précaire. Et voilà, je me suis retrouvé encore une fois à ne pas pouvoir payer mes factures.
surtout à ne pas pouvoir payer la pension, et que c'était ma première obsession. La famille. Payer la pension de mes enfants. Tu te retrouves un jour dans l'agence d'intérim et on te propose de travailler. Parce que j'ai insisté, il faut me trouver un boulot. Je ne peux pas, les petites missions, ce n'est pas suffisant. La conseillère de l'agence intérim, qu'elle me connaissait, alors c'est elle qui m'a proposé, écoutez, monsieur Garcia, vous savez qu'est-ce que c'est un abattoir? L'abattoir où on tue les animaux. Oui, tout à fait. Si vous voulez, il y a l'abattoir municipal de Limoges qui cherche du personnel. Ça vous intéresse? En plus, si vous travaillez bien, ça il me l'a dit au téléphone déjà, si vous travaillez bien, là ça peut finir même en CDI. Et là, voilà, quand j'ai entendu ces mots, voilà, tout le reste, CDI. Je venais de 3 ans de galère. Et là, j'ai entendu que ces 3 mots, quoi, CDI. Ouais. Alors voilà, j'ai foncé, bien sûr, il n'y a pas de souci. Quand tu t'es retrouvé devant cette personne, elle t'a sorti des images d'abattoir. Tout à fait. Alors elle m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Ouais. Je suis venu à l'agence. Avant de me montrer les images, elle m'a posé quelques questions. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on fait dans un abattoir? Oui, je sais qu'on tue des animaux. Ça porte bien son nom. Jamais j'ai visité, je ne sais pas comment on travaille à l'intérieur, mais bon, je sais qu'est-ce qu'ils font dedans. Puis, alors, elle m'a posé, ça je me rappellerai toute ma vie, les 4 questions, quoi. Une, d'abord, s'il y avait peur ou de voir les animaux morts. Et moi, c'est là qu'il expliquait, mais écoutez, moi, je suis grandi dans une ferme, dans la Galice profonde, au milieu fond de la Galice. Même moi, des gamins, j'accompagnais parfois à mon père à la pêche et à la chasse, que c'était une de ses loisirs. À ce moment-là aussi, elle pouvait me poser toutes les questions qu'elle voulait, que moi, c'était CDI. Là, c'était CDI, là, derrière, c'était CDI. Voici, une bonne question. Et tu te rappelles les 3 autres questions? Eh bien, le sang. La vue du Eh sang. vous avez peur de voir gicler le sang. Je vous répète encore, voilà, même à la maison, on tuait le cochon, mes parents ils tuaient le cochon chaque année, alors je sais qu'est-ce que c'est voir le sang couler, quoi. Et puis la 3e question, les bruits. Les cris des animaux. Et une question ça m'a interpellé un peu aussi, c'était s'il y avait de vertige. Il y avait peur des auteurs. Les carcasses, les animaux, ils sont pendus, très haut. Et normalement, la majorité des postes, c'est dans des nacelles. C'est en hauteur. Qui montent, ça descend. Mais bon, je me répète, il pouvait poser n'importe quelle question, que moi, c'était pas de problème. Premier jour, est-ce que tu peux nous raconter? On t'accueille, on te va mettre dans la salle de conférence, on va dire, où on fait les stages de formation théorique. Et là, voilà, on était reçu pour la responsable d'hygiène. Il nous expliquait. C'est la régie municipale des abattoirs de Limoges. Ça se voit dès les premiers instants que ceux qui travaillent là-bas, c'est une fierté de travailler là-bas. On sent quand on vous parle, qu'il y a une fierté, quoi. Et surtout quand elle a dit, là ici c'est l'abattoir municipal, public, le plus grand de France. Ah, quand même. Les 80% des animaux qui ont tué de la race bovine, c'est de blason prestige, la race limousine, bien connue au-delà des frontières de la France, la race limousine. Moi, ça m'impressionnait un peu. Tu as vu, l'abattoir le plus grand de France. C'est pas n'importe quoi. Tu te retrouves pas dans n'importe quel abattoir. Voilà, c'est pas là, le plus grand de France. Alors, ça, c'est de sérieux, quoi. De très sérieux, même. Cette injonction à la fierté est au carrefour des expériences de vie de Mauricio. Et il en est de même pour la quasi-totalité d'entre nous. La fierté de travailler à la ferme, de pouvoir subvenir aux besoins des siens, de remplir son rôle de père, d'assumer son travail, de tenir bon face à la pénibilité, de faire face aux responsabilités. La fierté d'être debout face à la vie. Nourrir la France, nourrir ses gosses, ne pas broncher, encaisser et pouvoir en être fier. Jusqu'à midi, on est resté dans le bureau, dans la salle, à expliquer, bon. Et la responsable, elle nous a expliqué un petit peu comment ça marche, les chaînes.
Et le nombre d'animaux, tout ça, la réglementation. Et l'après-midi, la visite. Et voilà. Ah ben, oui, mais le plus choquant, c'était le moment qu'on est parti à midi. Il nous dit, vous pouvez aller manger, vous revenez dans 1 heure. OK. Et là, moi, j'avais un sandwich. Je me rappellerai aussi toute ma vie. Et voilà, ben, on s'est mis à la salle de pause. Et ben, quand on était dans la salle de pause et il n'y avait personne, il était vide. Et c'est à midi pile qu'arrivent les ouvriers pour manger. Je me suis assis à côté on était 6, on discutait entre nous un peu, là on commençait à parler un peu. On a bien vu qu'on était tous dans le besoin de travailler, quoi. On n'était là pas pour le plaisir, on était là parce qu'on n'était pas là par choix, parce que, on était là parce qu'on était... voilà, on cherchait de travail, tout simplement. À midi, là, quand je vais sortir mon sandwich, et là, il y a les ouvriers qui commencent à entrer. Et là, tu vois qu'ils sont tous tachés de sang, de merde. Déjà, l'odeur qu'il y en a autour, déjà, il est assez... quand tu arrives à l'abattoir le matin, tu vois, l'odeur, il est déjà de loin, on le sent. D'accord? Et à faire à mesure que tu t'approches, l'odeur, il est plus intense. Mais bon, on dirait que dans la salle de pause, où on mange, ben, cette odeur, il est diminué. On finit pour s'habituer, l'odeur. Mais quand même, quand tu vois qu'il commence entre tous les ouvriers, et tous tachés, immaculés de sang, de gras, les vêtements, et même certains qui se lavent mal, ou même ils ne se changent pas, ils gardent ses habits de travail pour manger. Et chacun, il commence à sortir sa gamelle. Mais l'odeur, à faire à mesure qu'il passait à côté de toi, l'odeur corporelle de la merde, de gras, de sang, le gars qui passe à côté de toi, et en même temps, comme il chauffait ses gamelles au micro-ondes, ben, voilà le truc, voilà, le bœuf bourguignon qui sent, les contrastes d'odeur. C'était surréaliste, pour moi c'était surréaliste. Moi j'ai failli vomir sur place, quoi. Du coup j'ai gardé le sandwich et j'étais obligé de sortir dehors, prendre un bol d'air, boire de l'eau, et puis voilà, c'est ce qu'il y a avalé de la journée, quoi. De l'eau, du café, et puis après, une fois que c'est qu'on a repris l'après-midi, vous avez fait la visite de l'abattoir. On a fait la visite. Et voilà, ben avant de monter, on était dans le local où stockent les habits. Mais comme c'était le premier jour, on a je ne sais pas comment il s'appelle, un truc de jetable. D'accord. Qui te protège, tu vois, pour protéger un casque et voilà, comme une espèce de chaussettes aussi pour protéger les chaussures. Et là, voilà, à la queue leu, on suit la responsable. Et là, on voit la porte métallique. Et au milieu de la porte, il y a comme une espèce de petit tableau pour savoir s'il y a quelqu'un qui vient en face, pour ne pas se cogner. Et parce que sinon, il n'y a pas de fenêtre à l'intérieur, on ne voit rien. Hein. Les murs, c'est que des murs. Hein. Ouais. Il n'y a pas aucune fenêtre, il n'y a rien que tu peux voir de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Rien. Le lundi, normalement, il n'y a que les bovins. Parce que le matin, ils ont fait déjà les cochons et les agneaux. Alors, quand on est entré la première fois, il n'y avait que la chaîne des bovins qui marchait. Tu voyais passer les carcasses? Exactement. Là, dès que tu entres, tu le vois déjà à loin, bon, des carcasses qui filent. Là, tu t'approches, je ne sais pas, une quarantaine de mètres, et là, tu es carrément, voilà, tu vois les carcasses, effectivement, ils sont des dieux. Il faut lever la tête pour voir les carcasses. Donc c'est pour ça que vous avez un casque? Eh bien, exactement, c'est obligatoire, et les bouchons aussi. On entend la vacarme, on voit aussi, on ouvre la porte, tous les bruits métalliques. Et toi, dans cet abattoir, quand tu y vas pour travailler, c'est quoi ton premier poste? Aspirer la moelle épinière. À l'époque, on était encore avec le problème de la vache folle, que c'était la fin des années 90-2000. Et c'est pour le trou de cou, là, de la moelle épinière, il faut le chercher déjà. Tu passes voilà. par en dessous. Là, on voit la moelle qui sort un peu. Et là, voilà, il faut un trait vient de la canule. Et là, voilà, tu montes la canule. Il faut que la canule il monte tout le long
de l'épine dorsale Ouais. jusqu'à la queue, pour aspirer le maximum ou la totalité de la moelle épinière. Et c'est hallucinant, parce qu'il n'a plus de tête, il n'a plus de cuir, c'est que voilà, c'est la carcasse, il est vide même. Il est presque, c'est à la fin, presque à la fin de la chaîne, un des derniers postes. Et on voit encore, à fur et à mesure que tu rentres la canule, comme tu touches le système nerveux central, Ça bouge. ça bouge dans tous les sens. Tu vois les muscles, tous les muscles de dos qui tremblent. À fur et à mesure que tu bouges un peu la canule, on le voit, on voit que normalement, pour faire ça, tu n'as même pas 1 minute 15. En reproduisant machinalement ce qu'on attend de lui et ce pourquoi il est payé, Mauricio n'a d'autre choix que de mettre de la distance avec les faits, les gestes et les réflexions pouvant amener aux remises en question. Nous pouvons parfaitement être au plus près de l'horreur et en être totalement déconnectés. Déconnectés par hyper-rationalisation, par autodéfense, par schéma de reproduction sociale, par nécessité, par survie. Je voudrais parler maintenant du personnel de l'abattoir. Est-ce que tu sais combien de personnes travaillent là-bas? Jusqu'à présent, si ça n'a pas changé, 86. 86 personnes en tout. C'est quoi l'ambiance au sein du personnel dans l'abattoir? Est-ce qu'on est dans un esprit de coopération? Est-ce qu'on est dans la compétition? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est familial? Est-ce qu'au contraire c'est hostile? Déjà un petit peu de tout. On voit bien, que les anciens, ça fait des années qu'ils sont là, plus ou moins ils s'entendent bien et ils s'entraident. Il n'y a pas de compétitivité. S'il y en a un qui perd, ils se remplacent entre eux. Voilà, ces anciens, ils connaissent le boulot. Parce que pour moi, on ne peut pas dire le métier. Pour moi, ce n'est pas un métier, c'est un boulot, c'est un taf. Ce n'est pas un métier, ça. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans un abattoir. Nous, quand on arrive la première fois, les intérims, et les premiers jours, on va dire, on va te chuchoter, on va te parler gentiment pour t'expliquer comment ça se passe le truc. Et on va te dire que c'est dur, qu'on va te dire qu'ici, c'est pas pour des... Excusez-moi pour l'expression, mais ici, c'est pas pour des PD, on te le dit comme ça. C'est le terme qui est employé. Ouais, c'est le terme qu'on emploie. Ici, il n'y a pas de PD, il n'y a pas de place pour les PD ici. Déjà, psychologiquement, on va dire, on va te préparer pour, voilà, tu vas te frotter, quoi. Ici, c'est pas quand, s'asseoir au boulot pour avoir un ordinateur. Là, ça emboîte. Les premiers jours, on va te chuchoter, on va dire. Mais on va bien expliquer que, voilà, que le boulot il est dur, qu'il faut se préparer. Et très rapidement, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Au début, chaque jour est un combat, il faut prouver que tu es fort, que tu travailles bien. Ça veut dire quoi? Être fort, être le plus fort, et pourquoi est-ce qu'il faut être fort? Peut-être, j'ai dit le plus fort, non, mais bon, là tu viens de dire, être fort, être capable. Il faut montrer, le premier jour, que tu es capable psychologiquement et que tu es motivé pour affronter tout ce qu'on te dit de faire. Parce que c'est clair que les premiers jours, les premières semaines, voilà, viens ici, fais ça, et voilà. Pas question de dire, ah non, moi je ne fais pas ça, sinon c'est la porte. Ça, on te prévient directement. Là, on te dit de faire quoi que ce soit, ne dis jamais non. Sinon, voilà. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Exactement, c'est la porte. Demain ne vient pas, c'est pas la peine. Tu dis de la même façon dans ton livre, un abattoir c'est un monde à part, un microcosme très fortement hiérarchisé, dans lequel tu dois faire tes preuves. Qu'est-ce que tu veux dire par faire ses preuves? Ça veut dire quoi pour toi? C'est monter ça, à chaque minute, c'est pas chaque minute, chaque heure, chaque jour, il faut montrer que voilà, tu es motivé que tu veux rester là, que tu veux apprendre, parce que voilà, il y a tellement de postes à apprendre, le chemin il est très long. Il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de cadences, et si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. D'après toi, d'après ton expérience, ce que tu as expérimenté à l'abattoir de Limoges, est-ce qu'il existe un ou plusieurs profils des gens qui travaillent dans les abattoirs, ou est-ce qu'au contraire c'est monsieur et madame tout le monde? Oui, c'est monsieur et madame tout le monde, mais voilà, il faut savoir que les gens ils vont là-bas par besoin. C'est rare qu'il y a quelqu'un qui va se présenter là parce qu'il aime. C'est très rare ça. Je pense qu'il est impossible. Je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'il faut avoir une mentalité un petit peu, on va dire, d'acier.
ou assez, il faut être costaud dans sa tête. Travailler dans un abattoir peut difficilement être un choix volontaire et conscient des plus réjouissants. Il y a la mécanisation à tous les niveaux, les cadences, la hiérarchie, la violence des supérieurs se répercutant sur les plus faibles, à savoir les autres animaux qui ne veulent pas mourir. Se débattent et deviennent par la même occasion les ennemis de gens souhaitant simplement faire leur travail. La désapprobation paradoxale et antinomique d'une opinion publique, souhaitant manger des morceaux d'animaux sans même les faire souffrir, alors que cela est parfaitement impossible. Et la liste est non exhaustive. Les personnes qui travaillent dans les abattoirs ne sont finalement que des victimes faisant d'autres victimes. Preuve que si les luttes s'obstinent à ne pas converger, aucun progrès social généralisé ne sera possible. Par exemple, les 6, que nous, c'est exceptionnel, on a resté les 6. Et finalement, on était contratés les 6. Aujourd'hui, des 6, je crois qu'il reste 2. 4, on est parti, à force des années. Parce que quand il y a des intérimaires qui arrivent, normalement, c'est ça, on va envoyer 8, 10, mais on sait très bien que s'il y en a 2 ou 3 qui restent, qui vont arriver à signer un CDD, c'est déjà une performance, quoi. Et on sait que des 10 qui arrivent, les 10 partent. Ça arrivait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le premier jour, qui ne viennent pas ensuite, ou qui restent une semaine et qui craquent, ou qui finissent par repartir. Il y a des visites, des étudiants, des bouchers, et des fois entre nous, on fait des paris, avec combien ils vont tomber par terre au moment qu'ils arrivent à la saignée. Parce que les gens ne savent pas, mais quand on voit le sang gicler, il y a des gens qui ne savent pas, et ils tombent carrément dans les pommes. Mais carrément dans les pommes. L'agneau pendu pour une patte, les 3 pattes qui sont comme ça, les 3 pattes autres qui sont comme ça, la tête qui est comme ça, et de sang qui gicle partout. Il y a de sang partout. Tu as eu, par exemple, j'imagine des gens qui ont dit, bon, bah, c'est la pause clope, je pars, et qui ne sont jamais revenus. Tout à fait. C'est vrai. Allez, c'est la pause, on y va. Voilà. Le mec qui va pisser, voilà, il ne vient plus. Hein. Alors, concernant les gens qui travaillent dans les abattoirs, je vais te poser une question sans aucune pincette, je vais y aller de façon frontale. On entend régulièrement de la part soit d'une masse militante, soit de monsieur et madame tout le monde qui peuvent voir des vidéos d'abattoirs qui sont partagées sur les réseaux sociaux, sur les chaînes nationales, dire les gens qui travaillent là-dedans, ce sont des psychopathes ou des sadiques, en disant c'est pas possible de faire ça à des animaux, etc. Est-ce que pour toi, les gens qui travaillent dans les abattoirs sont des psychopathes ou des gens sadiques? Mais non. Non, psychopathe, psychopathe c'est un gros mot, hein. C'est un très gros mot. Normalement, à chaque poste, tu ne commences pas tout seul. Sinon, c'est quelqu'un qui va le faire pendant la première semaine, il va le faire devant toi, et tu le vois faire, et voilà, tu vas te concentrer dans ton poste. Tu ne vas pas ni penser à l'animal, ni penser à le poste d'avant, ni penser après. Des psychopathes. Non, non, on ne peut pas dire ça. C'est des gens qui sont dans le besoin. Et psychopathe, c'est un très gros mot, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Mais c'est juste qu'on peut l'entendre. Ouais, on peut l'entendre. Et les gens bon. se disent, s'ils font ça à des animaux, c'est que ce sont des psychopathes, c'est des gens qui peuvent être malades, ou c'est des gens... On entend tout et n'importe quoi, en fait. Oui, tout à fait. Mais bon, surtout dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne connaissent rien, ils se permettent le luxe de dire n'importe quoi, de juger sans connaître. Non, la plupart des gens qui travaillent là-dedans, c'est des gens qui sont dans le besoin. Exactement. Beaucoup ils sont victimes du système. Ils sont victimes du système qui, voilà, ils ont besoin de travailler. Il faut bien que quelqu'un fasse le taf. Et il faut que quelqu'un fasse le taf. Quand toi, tu travailles dans un abattoir et que tu vois des images qui ont été captées par des associations de défense des droits des animaux, et que tu vois que ces images font le tour des télévisions, font le tour des réseaux sociaux, est-ce qu'on en parle en tant qu'employé avec ses collègues de travail? Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Oui, ça m'arrivait la première fois que j'ai vu ça à la télé, que c'était aussi bon déclic. On parlera après si tu veux. Moi, je me rappelle qu'à moi, ça m'a fait rigoler, les images. Moi, une fois, j'ai rigolé, mais vous trouvez ça scandaleux? Un gars qui était se taper un cochon avec une espèce de bouclier pour le faire avancer avec un bâton, et le cochon qui ne veut pas avancer, qu'il crie, et après, une autre, et il va lancer un agneau. Il y avait 3-4 agneaux, il va lancer les agneaux par-dessus la rambarde, là, et comme il avait oublié de fermer la porte, l'agneau lui revenait. Et on voit le même gars qui balance le même agneau 3 fois. Moi, j'étais mort de rire. Excusez-moi, j'étais mort de rire. Et vous trouvez ça scandaleux? Vous trouvez ça scandaleux? Mais ça, c'est rien.
Et ça, c'est la première chose que j'ai pensé. Parce que moi, j'avais l'idée de. Le jour que je vous montre les fœtus, les petits fœtus, j'étais à la poubelle, vous sautez au ciel. Ça va être un scandale monumental. Moi, je me pose la question parce qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de. On ne peut pas rentrer dans un abattoir comme dans n'importe quelle entreprise. Mais c'est quoi les sujets de conversation à la pause? Quand vous êtes à la cantine entre vous, de quoi vous parlez? Quand vous êtes dans les vestiaires, c'est quoi les sujets de conversation? Comme n'importe quel endroit où il y a beaucoup de monde, non? Quelle usine, non? On parlait voilà, de foot, de basket, de CSP, des filles, la fête le week-end. Est-ce qu'on parle de la dureté du travail? Est-ce qu'on parle de la souffrance des animaux ou jamais? De la souffrance des animaux, non. Non, parce que la majorité de nous qui travaillent à la chaîne, on est dans la chaîne, on ne voit pas les animaux. Ceux qui voient les animaux, ils sont 5 ou 6, quoi. Et même nous, ceux qui sont à la chaîne, on ne les voit presque jamais. Parce qu'eux, déjà, il faut qu'ils soient presque 1 heure avant nous. Parce que nous, on n'arrive pas tous les ouvriers en même temps. Ça dépend le poste que tu occupes. Et par exemple, le matador, le seigneur, et celui qui peint les bêtes, il faut qu'il soit là au plus tard à 5 heures du matin. Mais il commence plus tôt, mais il termine plus tôt. Exactement. D'accord. Et nous, moi, je ne les vois pas quand ils arrivent, parce que moi, j'arrive plus tard, mais par contre, je les vois partir. Ouais. Et quand je les vois partir, je sais qu'on a fini de tuer, et je sais que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on a fini. Entre nous, surtout, c'est qu'il y a des conflits avec un chef. Moi, ça m'arrivait très souvent. Ils ont vu que j'avais mon caractère, mais que moi, j'ai bossé. Que des fois, ça, c'est pas normal. Ici, c'est comme ça. Bon, d'accord, ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a des fois qu'on te parle méchamment, d'accord? Il y a ceux qui se prennent pour des chefs, qui te donnent des ordres, mais que même pas à l'armée, presque à l'armée, on ne te parlait pas comme ça. D'accord? Et là, voilà, moi, ça m'arrivait beaucoup des collègues. Oh, s'il attrape le chef, il va lui casser la gueule. Mais fais-le, ne me racontez pas. Mais fais-le. Tu veux bien me raconter quoi? Tu veux bien chauffer à moi? Tu veux quoi? Qu'il le fasse à ta place? Moi aussi, des fois, j'ai envie de le mettre une baffe. Tu vois, mais c'est pas parce qu'il a envie de le mettre une baffe qu'il veut le dire à tout le monde. Voilà quoi. Je sais que je ne peux pas le faire parce que sinon je suis viré. Alors, tais-toi. On fait-le ou tais-toi. J'avais des jours qui étaient à chaque jour indifférents. Ah, si j'attrape le chef, je l'explose la gueule. Mais pourquoi me le raconter à moi? En plus à moi. Mais le raconter à quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, fais-le. On mange quoi à la cantine? Chacun il amène sa gamelle, tu prépares ta gamelle à la maison et voilà quoi. Après, un sandwich, tu chauffes. Et le matin, pour le petit-déj, ça c'est hallucinant. Presque la majorité, c'est voilà, des sandwichs, des pâtés, des chorizo, des bonnes sardines, des maquereaux. Voilà. Là, on mange de la viande matin, midi et soir. Hein. Jamais le lien avec l'animal se fait. Non. Non. Pour eux, c'est normal. Les animaux, ils sont là pour les tuer, pour les manger. Et beaucoup de monde, ils font ses courses là-bas. Parce que ceux qui travaillent là-bas, même comme tu travailles dans un abattoir, c'est un abattoir public, tu as le droit d'amener tu achètes un animal vivant, comme tu travailles à l'abattoir, on va le tuer, tu ne payes pas la facture de l'abattage. C'est gratuit pour toi. Et il y en a certains qui voilà, ils vont acheter un agneau vivant, on l'amène dans le coffre ou dans un petit remorque. Et voilà quoi. Et le lendemain, il récupère la carcasse et il la met chez lui. Il y a la pression des cadences dans un abattoir. Toujours. Et il y a la pression aussi de la hiérarchie. Est-ce que ça se répercute sur les animaux? Est-ce qu'il n'y a pas un ruissellement en fait de la violence? Bien sûr. Bien sûr. J'ai un client que quand les carcasses il arrive à ce poste-là, il faut mettre une espèce de cordelette à tous les carcasses pour approcher la patte avant du collier. Parce que sinon il est trop écarté et occupe trop de place dans les frigos. Et plus il est petit, voilà, d'accord? Et là, des fois, on sent que le muscle il est tellement tendu qu'il ne bouge pas, il est raide. Il y a des fois que c'est mou, c'est trop facile, la plupart du temps. Mais beaucoup de fois, on voit bien que l'animal il est mort dans un super stress, quoi. Super stress, que les muscles ils sont raides. On l'entend très souvent, et malgré les bruits des machines, les crochets et tout ça, on entend surtout quand le matador il a raté le premier coup, parce que ça arrive très souvent,
parce que le boss d'abattage, il n'est pas assez adapté pour tous les animaux. On entend la bête crier, le bœuf ou la génisse, et on l'entend crier. Et ça, on se rend compte on sait déjà que le matador, il s'est loupé. Pour tenir le coup de la cadence, de la hiérarchie du travail, tu évoques dans ton livre la prise d'alcool, mais également la prise de cocaïne et le fait de fumer des joints. La drogue, c'est une minorité. Je pense que peut-être qu'il se drogue aussi, même si c'était à jeun, il fumait aussi quand même. L'alcool, c'est plus courant. Est-ce que c'est pendant le service? Est-ce que c'est avant Pendant le service? pendant le service, c'est rare. Il y en a certains qui, oui, ils ne se gênent pas. Ça fait des années qu'ils sont là, ils sont habitués. Il y en a un qui est terminé tellement alcoolisé qu'il est tombé sur la nacelle. Service vétérinaire, je parle. Hein. Et le mec, il ne pouvait pas se relever. Hein. On était obligé d'arrêter la chaîne pour le soulever et l'envoyer à se reposer, à aller rentrer chez toi. Quoi. Et voilà, ce gars, je crois qu'il est terminé pour démissionner ou... Voilà, le mec il tremblait, ça se voyait d'un alcoolisme avancé. Les problèmes d'alcool c'est plus courant. Les drogues c'est plus occasionnel. Moi ça m'arrivait de temps en temps, voilà, allez vas-y on boit. Mais l'alcool c'est pas plus le week-end pour essayer de décompresser Plus le week-end, même le soir. Le soir, à moi ça m'arrivait ça devient anodin, hein, le pack de bière. Hein. Pas plus parce que sinon après, mais bon, c'est déjà un pack de bière tous les jours, ça fait une belle moyenne quand même. Décompresser en buvant un pack de bière chaque soir, repousser comme on le peut le pétage de plomb, s'éviter un trop-plein de réflexions sensées, continuer sans relâche parce que le choix ne nous est pas donné, tenir une journée de plus jusqu'à la journée de trop. Comment est-ce que dans ce monde-là, toi, t'es parvenu à ne pas vriller? Est-ce qu'un jour t'as failli passer un acte, un truc que t'aurais pu regretter parce que tu dis mais là je vais devenir fou? Oui, ça m'est arrivé. Un bon jour, j'étais en triperie et une grosse dispute avec le chef de triperie à cause d'une transpalette que j'avais prévenu déjà 2 jours avant, même la veille, 2 fois, que le transpalette ne marche pas. On a eu, lui et moi, une petite engueulade et ça m'a trop énervé. Alors, du coup, j'étais parti à chercher les mécanos pour réparer le transpalette. Et là, il a osé me donner une belle claque dans l'épaule, quoi. Il m'a fait bien, il m'a fait mal. Et là, j'ai sauté, quoi. Là, j'ai sauté, chef ou pas, j'ai le visage contre le visage. Tu me touches encore une fois, ma parole sur la tête de mes enfants, je t'explose ta tronche. Ne me touche plus jamais, ne me touche plus jamais. Ok, je ne te touche plus jamais, ça va, mais va à ton poste. Comment que je vais à mon poste? Comment que je vais à mon poste? Tu veux que j'aille à mon poste, tu vas voir. Va à ton poste, ferme ta gueule, comme d'habitude. Ferme ta gueule, si tu n'es pas content, dégage. Ah ouais, tu n'es pas content, dégage, tu vas voir. Et là, je suis parti à mon poste, et le gars, il a osé me suivre. Et là, dès que j'ai arrivé à mon poste, j'ai attrapé le couteau le plus grand. Hein. En plus, c'est des couteaux que c'est des lames, des rasoirs. Ce n'est pas des couteaux, c'est des épées. D'accord? Là, on peut se raser avec, hein, parce que c'est moi-même qui la foute. Chaque matin, tous mes couteaux. Je me rase avec le poil de bras pour savoir si je coupe. Et ma parole, je les plante. Approche-toi maintenant. Dis-moi que je prends mon poste maintenant. J'avais les yeux rouges, implorant. Dis-moi que je vais mon poste maintenant. Approche-toi, tu vas voir. Et Mauricio, pose le couteau. Mauricio, pose le couteau. Mauricio, s'il te plaît, pose le couteau. Putain, dégage, connard. Dégage. Et si le mec il s'approche, je le pique. Hein. Ma parole, je le pique. Et là, c'est que quand il est parti, et voilà, allez, Mauricio, calme-toi, baisse le couteau. Et là, voilà, tu poses le couteau. Mais on devient fou. On devient fou. Je suis parti. Je rentre chez moi, putain, j'ai failli tuer le mec. S'il s'approche, je le pique, je le tue. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait 7 ans que je suis là. 7 ans. Long comme on dit, quoi. Si le mec s'approche, je le tue. Est-ce que tu veux faire une pause? Et puis? Est-ce que tu veux faire une pause? Non, ça va. Ça va? Ça va. Alors voilà. Voilà. Je le dis, on devient taré, on fait n'importe quoi. On perd toute empathie, on perd toute état d'âme. On devient des machines, on devient des robots. Des robots. Fais ça, ferme ta gueule, si tu n'es pas content, dégage. Ce que Mauricio a vécu à la ferme durant son enfance, c'est ce qui lui a permis d'avoir les reins pour assurer son travail entre les 4 murs d'un abattoir.
dans toute cette horreur, il est parvenu à trouver sa place. En écoutant ces mots, on comprend sans peine que ses choix se définissent par le père qu'il doit être, et non pas celui qu'il veut être. C'est une des raisons pour lesquelles Mauricio a décompensé, et s'apprêtait à commettre l'irréparable envers un membre de sa hiérarchie. Cette même hiérarchie en désaccord avec ses valeurs familiales. Il y a ce que nous souhaitons être et ce que nous devons être. Lorsque les deux se confrontent, ce qui en résulte peut être brutal. Regarde maman, tu vois, à force d'attraper le couteau tellement fort pour qu'il ne s'échappe pas, tu vois le tendon, comme il bouge, ben des fois le tendon bouge, là il ne bouge pas. Là il y a des fois que voilà, tu lâches le couteau et là il reste coincé. Et là, comme ça, tu es pendant quelques minutes ou quelques secondes. Et là, putain, qu'est-ce... D'accord? Parce qu'en plus, on travaille dans l'humidité, avec des gants. Quand tu sors tes gants, tu sais que quand tu te baignes très longtemps, qu'il y a les doigts qui sont... Voilà. Ouais, tout frippé. Mais à moi, ça m'arrivait même dans les pieds. Les pieds que tu ne reconnais pas, tu ne reconnais pas parce qu'on est en botte de caoutchouc. Ça transpire et ça ne respire pas. Et voilà, et les pieds les manquent comme ça. Tu as des tendinites, surtout les épaules et les cervicales. Mais le bas dos, je ne sais pas combien, il y en a quelques-uns qui travaillent tous les jours avec la ceinture. Ils ne peuvent pas travailler sans ceinture. Il y en a certains qui ils ont réussi à démontrer des maladies professionnelles. Ils sont arrêt de maladie professionnelle à vie. Moi, je connais un des chefs, le mec, tu l'appelles dans la rue, il ne peut pas se retourner la tête. Quand tu l'appelles, il faut qu'il se retourne entièrement. Le mec, arrêt de maladie à vie. Dans l'abattoir, il n'y a pas un jour qu'il n'y en a pas au moins 4 ou 5 personnes qui sont en arrêt de maladie. Jamais j'ai vu, en 7 ans, jamais j'ai vu qu'on était l'équipe complète. Et ces douleurs, elles sont dues à la répétition des gestes. Répétition des gestes, surtout. Voilà. Est-ce que tu t'en rappelles, toi, des gestes que tu devais faire? Bien sûr, surtout les premiers. Même pour, si c'était un poste assez facile, ça, je l'ai appris dans la matinée. C'est un des postes que voilà, il n'y a pas besoin de toute la semaine. C'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, tu pourrais faire les yeux fermés tellement tu l'as répété. Exactement, non, mais mettre la canule. Mais pour mettre la canule, voilà, il faut se baisser. Parce qu'il faut mettre la canule pour le coup. Alors, là, tu es sur une espèce de plateforme soulevée, à 1 mètre de hauteur, même pas. Quand arrivent les carcasses, le cou, il est trop bas. Alors, il faut que tu te plies. Il faut plier un petit peu les jambes et puis plier le dos. Et là, les premières semaines, ma parole, à force de mettre la canule, tu es, comment on dit, cocubillet, quoi. Et voilà, quoi, quand tu te soulèves, le bas dos, voilà, quoi. Là, dès les premières semaines, tu te rends compte. Hein. Et ça, c'est toute la journée. Et ça, c'est toute la journée. Le soir, tu arrives pour te mettre debout. Mauricio est le parfait exemple de l'aliénation humaine au travers de l'exploitation animale et son industrialisation. Par excès d'intégration, il finit par se définir au travers de ses tâches qu'il effectue mécaniquement. La dissociation devient alors une condition sine qua non de survie. En effectuant des tâches sans plus trop savoir pourquoi, on en vient à perdre son identité, ce qui nous construit, ce que nous sommes. Ce système fait de nous des produits d'une société marchande, maintenant les individus dans des classes sociales aux parois de verre. Et Mauricio n'y échappe pas. Il s'inscrit comme nous autres dans un processus d'enrôlement et d'endoctrinement. Être fort devient une nécessité qui permet de survivre et d'être valorisé. Même si cette valorisation est illusoire, elle nous permet de trouver une place qui serait la nôtre, de nourrir un sentiment d'appartenance. Combien d'entre nous possèdent les armes pour comprendre un système dans son ensemble, le dénoncer, le combattre, peu importe ce que cela nous coûte. Parlons des animaux. Tu nous as dit qu'il y avait les ovins, les bovins. Les porcs-sang. Combien d'animaux par jour? Moi, je calcule une moyenne à la semaine. Parce que chaque jour, c'est différent. On n'a pas les mêmes horaires, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chaque jour, c'est différent. Normalement, j'ai calculé entre 1200 et 1400 bovins par semaine. Pareil en agneau, en ovin. Et à peu près 1000 porcs, 1000 cochons. Tu te dis pas quand tu as une carcasse qui passe devant toi, ça c'était un individu, ça c'était un individu, ça c'était... Non, on pense pas comme... On pense qu'au nombre. Au nombre pour terminer le plus tôt possible. Il est question de tonnage, je crois. Exactement. Ouais.
la cadence, la rentabilité. Et même si des fois, on finit 1 heure à l'avant, on pouvait travailler, on pouvait baisser un peu la cadence pour, on va dire, faire souffrir un petit peu moins les animaux et faire souffrir moins les. Mais des fois, on arrive 1 heure à l'avance. Et après, pendant un quart d'heure, une demi-heure, à la fin, on est comme ça. À quoi tu penses quand tu te retrouves face à des dizaines, des centaines d'animaux morts par jour? Est-ce que tu es même en capacité de penser? Est-ce que tu réfléchis face à tout ça? Est-ce que tu essayes de rationaliser? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, j'ai un boulot, j'ai une tâche et rien d'autre? C'est ça, tu ne penses pas le nombre. Et ça, tu ne penses pas le nombre. Là, surtout les premières années, toi, tu fais ton taf, voilà quoi. Et c'est bizarre, parce que moi, je sais qu'est-ce que c'est un troupeau de vaches, quoi. Mais voilà, on est conditionné. Il faut foncer, il n'y a pas besoin, ici on n'est pas pour réfléchir. Voilà, va à droite, va à gauche, bien ici, va là-bas, ferme ta gueule, fais le boulot. Et tu n'es pas content, dégage. Est-ce qu'il y a une bête, un regard, un cri dont tu te souviens particulièrement? Bon, je me rappelle d'une bête qui avait un petit veau qui s'échappait, lui tout seul, et on était à 5 à l'entourer pour essayer de le remettre en stabulation. Il était dehors, au milieu de la cour, au milieu des camions. et pour me marrer, moi, je voulais faire un peu comme les toreros. Laissez l'espagnol. Non, mais le petit veau, il était tellement désespéré, il avait tellement peur qu'il n'y avait pas moyen de s'approcher à lui. Hein. Pas moyen de s'approcher à lui. Il t'embistait, on voyait bien qu'il voyait. Hein. Et finalement, moi, je suis parti, je ne sais pas comment ils ont fait pour le remettre à la place sous la chaîne. Ma parole. Tu as déjà eu envie de sauver des animaux de l'abattoir? De sauver. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça sert à quoi? Tu te vas faire rigoler. L'animal, il va finir mort aussi. Mais moi, même j'ai envie de débloquer carrément l'abattoir, l'entrée. Bloquer l'entrée parce qu'il y a une seule entrée à Limoges, voilà quoi. Pendant une matinée, il n'y a pas un camion qui rentre, il y a un camion qui sort. Mais oui, le geste il peut paraître beau, mais c'est inutile. C'est inutile parce qu'après, tu vas faire remonter la cadence, ça va tomber parce que vous savez comment c'est en France aussi. Action, réaction. Et ça, ici, c'est le mépris. Il n'y a pas de dialogue. Là, tu fais quelque chose contre le système, et là, tu payes. Cash. Est-ce que d'après toi, c'est possible de parler de bien-être animal dans un abattoir? Impossible. Dans un abattoir, impossible. On peut améliorer les conditions, bien sûr, et pour que les animaux ils souffrent le moins possible, mais ils vont souffrir quand même. Parce que ce n'est pas des idiots, hein. Les mammifères, ce n'est pas des idiots, hein. C'est pas des bébêtes, hein. Et c'est des animaux très intelligents. Ils savent qu'ils vont mourir en fait. Ils le sentent déjà, l'odeur, ça c'est sûr, certain. Et les bêtes, ils sont... Beaucoup, ils ne veulent pas... Pourquoi ils ont des aiguillons, là, des bâtons avec des... Parce que les animaux, ils ne veulent pas descendre de camions. À la fin du mois de septembre, Sébastien Arsac revient seul à Limoges. Il arrive de Montreuil, en proche banlieue parisienne, où l'association vient d'emménager. Je lui montre la vingtaine de vidéos que j'ai déjà tournées. Il y en a de très courtes, quelques secondes seulement. D'autres, quand je laisse tourner la caméra pendant que je travaille, durent de longues minutes. En découvrant mes images, Sébastien ouvre des yeux grands comme des soucoupes. C'est la première fois que je le vois perdre son calme. Il souffle et tempête. C'est honteux, c'est abominable. Nous examinons sur le champ les détails de l'opération. On va cacher ton visage, m'annonce Sébastien. Il vaut mieux pour toi que tu restes anonyme. J'ai déjà eu le temps d'y penser. Ma décision est prise. Non, je ne veux pas me cacher. Soit j'assume tout, soit je ne le fais pas. Je suis espagnol, pour le meilleur et pour le pire. Je ne balance pas une pierre avant de me planquer derrière un buisson. Il réfléchit un moment, les yeux perdus sur le panneau de photos de famille plastifié que j'ai accroché sur le mur de mon salon. C'est d'accord, nous avons 2 avocats.
On va les mettre à ton service. On fera tout ce qu'il faut pour t'aider. Je transmets tes images à une équipe de l'association qui va se charger du montage. Sébastien passe quelques coups de fil, prend des notes sur son PC, me pose des dizaines de questions de plus en plus techniques. Il m'apprend qu'une journaliste du quotidien Le Monde est intéressée par mon histoire et qu'elle va venir chez moi avec un photographe quelques jours plus tard pour que je livre la première interview de ma vie. Le Monde. Je tourne vers Sébastien des yeux écarquillés. Le Monde, tu es sûr ? Cette fois, aucun doute. Nous y sommes. Et après 7 années de travail dans l'abattoir de Limoges, c'est le déclic. Après 3 ans, j'ai découvert que c'était prémédité. Ça m'a coûté presque 12 ans d'enquête. Parce que moi, au départ, quand je voyais des fœtus comme ça, je ne savais pas que c'était tous les jours et aussi un nombre. Moi, j'ai cru au départ que c'était des vaches qui étaient mal en point. Mais non, le service est réglé pour rien. C'est prémédité, c'est tous les jours et c'est minimum entre une vingtaine, une trentaine de vaches gestantes qui sont inséminées artificiellement. Hein, parce que surtout dans la race limousine, hein, parce que le taureau qui est champion, hein, dans un concours, jamais de sa vie, ce taureau, il va une vache. Hein. Il va être masturbé le matin, midi et soir, on va récupérer le sperme, hein, pour après inséminer artificiellement les vaches, pour avoir le blason prestige. Et quand on arrive au stock suffisant, au top des vaches qu'on a besoin pour avoir la naissance de veaux, si on dépasse ce nombre-là, là, qu'est-ce qu'on fait? L'éleveur, s'il avait une quarantaine de vaches pleines, et voilà, c'est pas le même boulot élever 30 vaches pleines que 40. 40, c'est plus de boulot, plus d'efforts, et en plus, comme il y en a tellement, le grossiste, il faut qu'il baisse le prix pour pouvoir vendre toute sa viande. S'il y a mon nombre suffisant, tout est calculé à l'avance. Tout est calculé, prémédité. À la vache près. Une fois qu'on a les stocks, le reste, c'est un trop. En plus, c'est vrai, les vaches qui sont pleines, il n'y a pas besoin de les engrasser. Parce que normalement, voilà, les bœufs, les génisses et tout ça, et avant de les tuer, pendant 6 mois, ils vont être engraissés. C'est eux-mêmes qui le disent. Les vaches pleines, il n'y a pas besoin. Ils vont s'engraisser tout seuls. La vache, il va devenir plus calme, il va manger mieux, il va boire mieux, il va grossir. Et même si on ne récupère pas, parce que ce qui compte à la fin, c'est le poids de la carcasse, pas la vache vivante. D'accord. C'est la carcasse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que la vache pleine, la même vache, il va être un peu plus gras, il va être plus musclé qu'elle-même s'il n'est pas pleine. Ça, c'est à tous les coups. Alors là, la vache, il va gagner quoi? Dans la carcasse, quoi? Il peut pas gagner 15-20 kilos facilement? Tranquillement? C'est toujours ça de prix. Tu sais combien c'est le prix de kilo, le prix de kilo de la viande de bœuf Blason Prestige? Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi parfois on attend jusqu'à 20 minutes avant d'ouvrir une vache gestante? Parce que sinon le veau il est vivant. Le veau il est vivant. Parce que le veau il est tellement développé, il reste que quelques jours. Parmi les vaches gestantes, oui, il y en a beaucoup qui sont des petits fœtus. On ne peut rien faire. Mais il y en a beaucoup qui font que le fœtus il est développé, il reste que quelques semaines, voire quelques jours à naître, et il est bien vivant à l'intérieur. Il est bien vivant. On n'ouvre pas la vache jusqu'à ce que lui soit mort à l'intérieur. Dans le liquide amniotique. Dans sa poche. Voilà. Mais il est toujours à l'intérieur de sa mère. C'est-à-dire, la mère, on l'a arraché le cuir, on l'a arraché le sabot, on l'a arraché la tête. Et des fois, on voit la carcasse qui bouge. Il est tout seul. Comment qu'il bouge tout seul? Ne me dites pas que c'est les nerfs, là. Et non, non, ça c'est le veau qui est en train de se noyer. Parce que voilà, c'est le veau, la dernière seconde, quand même, il bouge. Parce que voilà, il n'arrive plus d'oxygène pour le cordon ombilical. Et là, il se noie, il convulse, il va convulser. Et voilà quoi, et on voit toute la vache qui tremble. Et là, jusqu'à qu'il s'arrête de bouger, personne ne bouge. Même il faut arrêter la chaîne, on arrête la chaîne. On n'ouvre pas la vache. On ne va pas risquer d'ouvrir la vache et que le veau soit vivant. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de témoigner à visage découvert? Parce que, au lieu de le faire à visage découvert, je ne le fais pas. On m'a conseillé de le faire pour me protéger. Je voulais qu'eux sachent que c'était moi. Et même si je le fais à visage couvert, ils vont savoir que c'était moi. Concernant ce témoignage, si c'était à refaire, tu le referais? Bien sûr. Sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation.
Mauricio a grandi avec les animaux. Il les côtoyait vivants à la ferme et aspirait la moelle épinière de leurs cadavres suspendus à l'abattoir. Il se rappelle de la Galice, de ces hommes qui, au risque de leur propre vie, aidaient les vaches à véler pour sauver autant la mère que l'enfant. Entre les murs de l'abattoir de Limoges, le déclic n'est survenu qu'à la vue des fœtus qualifiés de déchets, que l'on jette directement à la poubelle. C'était pour Mauricio le détail de trop, celui qui lui fit prendre violemment conscience du décalage entre ses actes répétés et ses valeurs asphyxiées. Et il en est de même concernant ses valeurs familiales parfaitement incompatibles avec la violence hiérarchique. L'injustice envers les animaux d'un côté, l'injustice envers les êtres humains de l'autre. Quelle violence cela doit-il être de comprendre que tout ce que nous réalisons plusieurs heures par jour, et ce depuis des années, est à l'extrême opposé des valeurs qui nous composent et que nous défendons. Le livre de Mauricio, Ma vie toute crue, est un récit autobiographique qui retrace une partie de son parcours de vie, celui qui l'a amené à travailler dans cet abattoir de Limoges. C'est un récit qui permet de contextualiser et d'humaniser à nouveau les personnes travaillant dans un abattoir. Ces quelques 200 pages nous donnent des clés pour comprendre un peu mieux ce monde dans le monde, où les animaux sont totalement désindividualisés et deviennent paradoxalement les ennemis des petites mains de l'ombre, souhaitant uniquement faire leur travail. En filigrane se dessine un des combats de la lutte des classes, la mainmise du spécisme sur le fonctionnement de la société. On y entrevoit une dénonciation du capitalisme, du libéralisme, où chaque individu n'est que le maillon d'une chaîne au service d'un système plus grand. Le maître mot est la rentabilité, avec des formes d'exploitation qui la caractérisent. Il y a la cadence d'un côté, des stocks à écouler et des prix cassés de l'autre. Au final, l'abattoir n'est même pas le problème en soi. Quand bien même c'est une répugnante machine à broyer aussi bien l'humanité que les autres animaux, le véritable problème, c'est le système dans son ensemble. La psychologue me reçoit dans un canapé confortable, posé sur une moquette bleue. Nous nous présentons. Cette femme au chignon strict a exercé pendant une vingtaine d'années comme médecin du travail, avant de décider de reprendre des études de psychologie à 45 ans. En temps normal, sa clientèle est plutôt composée de cadres en entreprise, d'avocats, d'ingénieurs et de politiciens, m'explique-t-elle. Elle me pose des questions, me demande de lui expliquer quelles sont les images qui me hantent et me font souffrir. Je lui en décris 2. Dans la première, je me trouve à la boyauderie. Une poche géante se présente sur le tapis roulant, que je fends à l'aide de mon couteau. Le liquide amniotique, chaud et gluant, se déverse sur mes avant-bras. Il en sort un veau presque prêt à naître, entièrement formé, sa petite langue grosse tirée. Quelle que soit la taille du fœtus, ils ont toujours la langue tirée. À force, j'y voyais le signe qu'il fallait que je fasse quelque chose pour eux. Les veaux tombent dans le bac à déchets avec un bruit sourd. Leurs membres souples s'agitent comme s'ils étaient vivants. 2 larmes s'échappent et roulent le long de mes joues. Après m'avoir écouté attentivement, la psychologue me demande de convoquer une autre image douloureuse. Je lui raconte la façon dont Roger, le responsable de la chaîne bœuf, me traite. Il est de presque tous mes rêves. Je n'ai qu'à fermer les yeux un instant pour voir son visage rubicond et menaçant, comme s'il était devant moi. À l'abattoir, on s'emploie chaque jour à te faire savoir que tu n'es rien. On te méprise, on t'insulte, on te harcèle. Quand tu fais bien ton boulot, on ne te félicite pas. À la moindre petite erreur que tu commets, tout le monde s'acharne sur toi. Quand tu nettoies le collier de son gras, et que tu tailles un peu dans la viande sans le faire exprès, on t'apostrophe. « Putain, mais tu te crois où? Regarde ce que tu fais, merde !» Je mime les gestes, les expressions. La psychologue me fait faire un exercice. Elle me demande de m'asseoir le plus droit possible, et place sa main à une 50aine de centimètres de mon visage. Son index et son majeur forment une sorte de V, les autres doigts sont repliés. Elle souhaite que je me concentre sur l'image des veaux jetés à la poubelle, tout en suivant des yeux ses 2 doigts, sans jamais bouger la tête. Il se passe alors quelque chose. Je me répands en sanglots, comme jamais cela ne m'est arrivé depuis la mort de mon père. Je pleure pendant un bon quart d'heure, tandis que ses doigts vont et viennent. En me tendant un verre d'eau accompagné d'un mouchoir, la psychologue établit un diagnostic, état de choc post-traumatique. Elle compare mon cas à celui d'un accident de la route, lorsque le conducteur s'en sort miraculeusement indemne, bien que très choqué. C'est quasiment la même chose. À ceci près que, dans votre cas, ce n'est pas une seule image qui vous fait souffrir, mais des centaines qui se sont accumulées tout au long des années. Chaque fois que vous y pensez, vous craquez. Il faut apprendre à gérer ces images. Elles vont rester dans un coin de votre tête et ne s'effaceront jamais vraiment. Il va falloir apprendre à vivre avec. Pouvoir les évoquer sans pleurer. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu as encore des images en tête? Est-ce que tu fais encore des cauchemars? Est-ce que tu as encore des douleurs? Beaucoup moins, mais ça revient toujours parce que moi je vois que le problème il n'est pas encore solutionné.
Le problème il est toujours là. Et à Limoges, exactement, ils ont fait des travaux, 5 000 euros, je crois. Ils ont changé tous les box d'abattage, le couloir de la mort, soi-disant qu'ils ont tout changé, fait pas mal de travaux. Mais les cadences, c'est les mêmes. On continue à trouver des bases gestantes, ça n'a pas changé. Et ça, autant que ça continue comme ça, moi je continuerai le combat. Voilà, moi je veux au moins qu'on arrête de trouver des bases gestantes. Et si un jour la majorité de la société il devient végétarienne ou végane et que la majorité de la société on consomme plus de viande, chapeau, on y va. Voilà, on ferme tous les abattoirs, on ferme tout. Moi je suis partant. Je suis obligé de te poser la question, depuis le scandale, à quoi ressemble ton alimentation? Elle a changé beaucoup. Bon, de viande rouge, le steak, tout ça, pas question. Pas de cochon, arrêtez. Moi, espagnol, le jambon, le chorizo, Moi, corse. Mais ma maman, quand il vient d'Espagne, elle dit, t'amènes du jambon comme d'habitude? Laisse tomber, maman. Je t'amène quoi alors? Bon, ça m'arrive encore de manger un peu de... On va dire que je suis végétarien. Après, bon, je suis de la Galice, là-bas, un de nos forts, c'est les fruits de mer. Pour moi, les moules, ce n'est pas la même sensibilité. Voilà, ou quelques huîtres, de temps en temps. Qu'est-ce que tu penses de la demande de caméras de surveillance dans les abattoirs? C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on ne baisse pas la cadence, la maltraitance animale continuera. Mais toi, le fait d'avoir mis la lumière en fait, sur ce qui se passait dans un abattoir, est-ce que tu as l'impression que ça a servi à quelque chose? Pas trop, franchement. À ouvrir, oui, à ouvrir quelques consciences. Et bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de soutien et beaucoup de monde qui m'a dit qu'ils ont arrêté de manger de la viande, merci à moi. Et ça, pour moi, c'est un honneur, moi, c'est une fierté. Mais je pense que voilà, les médias et les politiciens font que la cause animale et que les méthodes et que le système n'évolue pas à la vitesse qu'il devrait évoluer. Parce que moi, je voulais poser une question à tous les Français, à toutes les Françaises, et même à toute l'Europe. Est-ce que vous, si vous le savez, qu'il y a une vache qui est pleine, qu'il en vaut, qu'il est au point de naître en quelques jours, vous êtes d'accord pour qu'on tue cette vache et qu'on jette le petit veau qui est au point de naître, qu'on le jette à la poubelle? Si tu avais un message à faire passer aux abattoirs de France, ce serait lequel? Essayer de reprendre un petit peu d'humanisme, les valeurs humaines. Parce que moi, le que j'ai... toutes mes valeurs, tous les valeurs que mon père et ma mère m'ont pris, j'ai failli tout perdre, quoi, pour ce boulot de merde, quoi. J'ai tout obligé, le que c'est l'amour, l'empathie, le partage, la collaboration, le travail ensemble. Ça, à la fin, c'était chacun pour soi, de faire et il faut foncer, et voilà, on perd toutes les valeurs humaines, quoi. Pourquoi? Pour un billet, quoi. Pour un billet qui s'est marqué 50, en 50, à 100, s'il est bleu ou jaune, on s'en fout. Pour un peu d'argent, quoi, on perd les valeurs humaines, quoi. Et ça fait mal. Je ne peux pas apprendre ça à mes enfants. Comment j'explique ça à mes enfants? Papa, qu'est-ce que tu as fait au boulot? Je réponds quoi? Comme il me parle à moi, tu as fait tes devoirs? Alors voilà, ferme ta gueule, mais fais tes devoirs. C'est comme ça qu'il faut qu'il parle à mon fils. Il apprend déjà, la suite. Comme ça, il est prêt. Non? Pas question. Pas question. Pas question. Mauricio fait partie de ces nombreuses personnes qui, se trouvant au pied du mur, ont dû faire le sale boulot que d'autres ne souhaitent pas faire, ni même voir,
Nombreux ont été les sacrifices pour éviter de se retrouver à la rue, être capable de payer la pension alimentaire de ses enfants et pouvoir rester auprès d'eux. Des années de labeur pour accéder à un semblant de confort qui résonnait comme une promesse de lendemain meilleur, portant le nom de contrat à durée indéterminée. En témoignant à visage découvert, parce que la honte doit changer de camp, Mauricio a de nouveau basculé dans la précarité, d'une façon plus éprouvante encore que la fois première. Si nous, véganes, antispécistes, animalistes, masse militante, nous ne soutenons pas ces lanceuses et lanceurs d'alerte, qui le fera? Si la crainte de perdre ce qui était construit est plus forte que l'envie de dénoncer, qui trouvera le courage de potentiellement tout sacrifier sans le moindre filet de sécurité? Mauricio est aujourd'hui dans l'optique d'ouvrir un restaurant végétarien et vegan, dans la ville même où quelques années plus tôt, il fit éclater une réalité au grand jour. Il vit aujourd'hui à Limoges et souhaite désormais riposter à sa façon, à son échelle, avec cette nouvelle enseigne. S'il vous est possible de participer à l'élaboration de ce projet, d'une façon ou d'une autre, vous pourrez trouver davantage d'informations dans la description de cette vidéo. Merci pour lui. Merci pour eux.